Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie de chapitre, sur ce cours de probabilité où ici on va modéliser des expériences avec par exemple une répétition d'expériences indépendantes. Alors si vous regardez ce cours sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net parce que ça c'est la cinquième partie d'un chapitre de probabilité qui lui-même fait partie d'un cours de terminale de maths et vous pourrez y accéder entièrement sur learnian.net. C'est gratuit pour vous inscrire, donc allez-y, n'hésitez pas. Alors, de retour au cours. Donc, on va présenter quelques règles pratiques pour calculer des probabilités directement sur des arbres. Donc, règles qui sont en relation avec les résultats du cours qu'on a obtenu précédemment. Donc, ici, on va donner quelques exemples de situations. Donc, ici, l'exemple, c'est on réitère deux fois une expérience comportant deux issues, A et B, contraires l'une de l'autre. On note A1, respectivement A2. L'événement A se réalise à la première ou respectivement deuxième expérience. Même notation pour B. L'univers associé à cette situation comporte quatre issues, c'est-à-dire A1, A2, A1, B2, B1, A2, B1, B2. C'est-à-dire, ici je peux avoir A1 et B1 d'abord, et ensuite je peux avoir A1 et A2, je peux avoir A1 et B2, ou je peux avoir B1 et A2, ou B1 et B2. Donc j'ai quatre issues possibles. Remarque 1. La somme des probabilités des branches partant d'une même racine est toujours égale à 1. Donc, la somme des probabilités allant de là à là, par exemple, c'est toujours égal à 1. Parce que ici, c'est deux événements qui sont contraires. C'est-à-dire, enfin, c'est deux événements euh, qui font l'ensemble des issues possibles à partir du moment où j'ai A1. Donc là, par exemple, non, si on part de la racine du début, première expérience, j'ai soit A1, soit B1. Donc probabilité de A1 plus probabilité de B1, c'est probabilité de A1 union B1, ce qui fait en fait tout l'univers de la première expérience. Et donc ça me fait est égal à 1. En fait, ça vient du fait, ici vu qu'il n'y en a que deux, ça vient du fait que A et B sont contraires. Si on avait plus, ça viendrait du fait qu'ils formeraient une partition de oméga de la première expérience. Raisonnement 2. La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches de ce chemin. Alors, exemple, la probabilité du chemin A1, A2, c'est-à-dire la probabilité d'avoir A1 et A2, c'est la probabilité de A1 inter A2, ce qui est la probabilité de A1 fois la probabilité ici de probabilité de A2 sachant A1. Voilà. Donc ici, là c'est A2 sachant A1, parce que je sais que je suis en A1. Donc c'est probabilité d'avoir A1 fois probabilité de A2 sachant A1. Alors, raisonnement 3. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins correspondant à cet événement. Alors, exemple, la probabilité de l'événement obtenir exactement une fois A est probabilité de A1 inter B2 plus probabilité de B1 inter A2. Alors, pour obtenir une seule fois A, il faut soit faire ça puis ça, soit faire ça puis ça. Et c'est ce qu'on décrit ici, c'est probabilité de A1 inter B2 plus probabilité de B1 inter A2. Alors maintenant, quel est le lien avec l'indépendance? Si on suppose de plus que les deux expériences se déroulent de manière indépendante, on a alors l'arbre suivant. La probabilité du chemin A1 à A2 sera alors non, enfin plus précisément, ça sera P de A1 fois P de A2, P de A1 sachant A2, mais P de A1 sachant A2, non P de A2 sachant A1, désolé, mais P de A2 sachant A1, ça sera P de A2, et donc la probabilité du chemin A1 A2 sera P de A1 fois P de A2. Donc, cas particulier à connaître, si on répète n fois de manière indépendante une expérience, la probabilité P qu'un événement A de cette expérience se réalise n fois d'affilée, Cp est égal à probabilité de A puissance n. C'est-à-dire, j'ai un jeu de cartes.
La probabilité quand je prends une carte au hasard dans mon jeu de cartes de tomber sur un cœur est de 1/4. Ok, je prends une carte. Ok, ensuite je la remets dans le paquet. Donc je retourne à la même situation initiale avec le même paquet. C'est-à-dire la carte que je regarde la carte et ensuite je la remets dans le paquet. Donc j'ai une chance sur 4 d'avoir du cœur. Deuxième expérience, j'aurai encore une chance sur 4. Troisième expérience, j'aurai encore une chance sur 4. Et donc la probabilité que sur les 4 si je fais 4 expériences, c'est-à-dire que je regarde 4 fois et que je remets 4 fois, euh, la probabilité que j'ai 4 cœurs, elle est de 1 sur 4 fois, sur 4 fois, sur 4 fois, sur 4, c'est-à-dire... oula, ça fait beaucoup pour moi là. 1 sur 16 fois 1 sur 16, peut-être 256, peut-être je me trompe. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, donc ici, voilà, on va donner un exemple. On lance un dé n fois, où n appartient à n. Comment choisir n pour que la probabilité petit p à indice n d'obtenir au moins un 6 au cours des n lancés soit supérieur ou égal à 0,95. Donc on veut choisir le nombre de lancers tel que la probabilité d'avoir au moins un 6 sur ce nombre de lancers là soit plus grande que 95%. Donc on peut noter A, l'événement, on obtient au moins un 6 au cours des n lancés. On a A bar, donc le contraire de A, c'est on n'obtient aucun 6 au cours des n lancés. Voilà. Donc en fait, très souvent pour ce raisonnement-là, on va très souvent utiliser le complémentaire parce que euh, très souvent il y a de la logique où avec le complémentaire ça devient beaucoup plus simple. Oupsie. Voilà, je suis passé là, désolé, j'ai bougé un petit peu. Alors, on a noté A, on obtient au moins un 6 au cours des n lancés, ça c'est ce qu'on cherche. On a A bar qui est on n'obtient aucun 6 au cours des n lancés. L'événement A bar se réalise si et seulement si, pour chacun des n lancés, qui sont indépendants, on n'obtient pas de 6. D'après ce qu'on a dit précédemment, ça veut dire que la probabilité de A bar, c'est la probabilité de ne pas avoir de 6 à la puissance n. C'est parce qu'on fait l'expérience n fois. Et que ces n expériences sont toutes indépendantes. Alors, probabilité de A bar, ça va être 5 sur 6 puissance n. Et donc, on en déduit la probabilité de A. P de n, c'est-à-dire la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir au moins un 6 au cours des n lancés, c'est 1 moins 5 sur 6 puissance n. Alors maintenant, le but c'était de trouver le n tel que P de n était plus grand que 0,95, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir au moins un 6 au cours des n lancés était plus grande que 95%. Et donc j'obtiens 1 moins 5 sur 6 puissance n plus grand que 0,95, ce qui fait 5 sur 6 puissance n plus petit que 0,05. Et ensuite, là, on passe au logarithme. La fonction ln étant croissante sur 0 plus l'infini, bah, elle conserve du coup le sens des inégalités. Et donc je passe au logarithme, ça fait n log de 5 sur 6 est plus petit que log de 0,05. Et ensuite, donc ici, oui, log de 5 sur 6 puissance n, hein, se souvenir que c'est n log de 5 sur 6. Alors, si vous vous en souvenez plus bien, vous pouvez re-regarder la vidéo sur le logarithme. Ensuite, comme log de 5 sur 6 c'est plus petit que 0, 5 sur 6 est plus petit que 1. Or, on sait que le logarithme, alors il est d'une part strictement croissant sur r plus étoile, et en plus, log de 1 est égal à 0. Donc log de 5 sur 6 est strictement plus petit que 0. Et donc on a n qui est plus grand que log de 0,05 divisé par log de 5 sur 6. C'est-à-dire j'ai le droit de diviser parce que je sais que c'est différent de 0. La calculatrice donne alors que n doit valoir au moins à peu près 16,4 à 10 puissance moins 1 près. Et comme n est un entier, bah en fait n doit être plus grand que 17. Donc on doit lancer le dé au moins 17 fois pour être sûr à 95% d'obtenir au moins un 6. Alors ça, quand on fera des statistiques par la suite, on verra qu'en fait, pour beaucoup de choses, on aime bien voir quelle est la probabilité à 95% d'être dans un intervalle de confiance, par exemple. Donc par exemple ici, si on veut être sûr à 95% d'avoir au moins un 6, et ben, si on lance 17 fois le dé, on a cette probabilité là au moins. Alors, soit n appartenant à n.
étoile. On range n objets dans n tiroirs. Donc j'ai n objets et n tiroirs, donc le même nombre d'objets que de tiroirs. Chaque tiroir, par contre, peut contenir de 0 jusqu'à n objets. C'est-à-dire, peut-être que dans le premier tiroir, je mets tous mes objets, et dans les autres tiroirs, j'en mets aucun. Peut-être que je peux les répartir parfaitement. Je peux les répartir comme je veux. La question, c'est calculer le nombre moyen de tiroirs vides. Alors, définissons la variable aléatoire xi, où i est entre 1 et n, par xi est égal à 1 si le ième tiroir est vide, et 0 sinon. Donc, xi c'est bien une variable aléatoire, parce que ça désigne pour une issue donnée, ça dit, c'est-à-dire pour un élément de oméga, ça dit, ça attribue un nombre réel, c'est-à-dire est-ce que le ième tiroir est vide ou pas. Alors, on veut calculer le nombre moyen de tiroirs vides. Donc, on voudra en fait calculer, du coup, l'espérance des xi quelque part. Alors, on a probabilité. Alors, ce qu'on veut déjà, avant de calculer l'espérance, c'est de calculer la probabilité. Donc, probabilité que xi est égal à 1, c'est quoi? Eh ben, c'est la probabilité. Alors, c'est n-1 sur n à la puissance n. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 1 moins 1 sur n à la puissance n. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que xi soit égal à 0? C'est-à-dire, quelle est la probabilité euh, alors, désolé, j'ai un petit blanc. Bon, alors ça c'est n-1 sur n à la puissance n, ce qui fait 1 moins 1 sur n à la puissance n. Alors, j'aimerais pouvoir justifier que pourquoi la probabilité. Ah oui, voilà, ça c'est. En fait, d'abord je fais l'expérience avec une chaussette. Donc pour une chaussette, quelle est la probabilité que la chaussette ne tombe pas dans mon tiroir en question? Bah, la probabilité qu'elle tombe pas dans mon tiroir, si j'ai une chaussette, enfin ou un objet, là je pensais à des chaussettes, donc j'ai mon premier objet, j'ai n tiroirs devant moi, je prends un tiroir au hasard. Donc il y a une chance sur 12 que je prenne le tiroir donné, ce qui veut dire que j'ai... pourquoi je disais 12? J'ai une chance sur n, et en fait j'ai n-1 chance sur n de prendre un autre tiroir. Donc la probabilité qu'au final il soit vide après n expériences, c'est la probabilité qu'il soit vide après une expérience à la puissance n. Parce que pour être vide après n expériences, c'est-à-dire pour être vide après le fait de choisir à chaque fois n objets, ça veut dire que pour le premier objet, je dois choisir un des autres tiroirs, donc dans les n-1 autres tiroirs. Pour le deuxième objet, pareil, jusqu'au nème objet, où je dois choisir dans les autres tiroirs. Donc ça fait du n-1 sur n. À chaque fois, ça c'est la probabilité. Le n-1 sur n, c'est la probabilité de prendre un autre tiroir pour un objet. Et je le mets à la puissance n parce que ça doit être vrai pour tous les objets. Donc ça fait 1 moins 1 sur n à la puissance n. Et donc, probabilité que xi soit égal à 0, bah vu que c'est l'événement contraire par rapport à xi est égal à 1, c'est 1 moins probabilité que xi est égal à 1. Et donc ça, c'est égal à 1 moins 1 sur n puissance n. Donc ici, maintenant, là, j'ai calculé la probabilité de xi est égal à 1. Alors, notons E indice n de xi, l'espérance de xi. Alors, elle dépend de n, c'est-à-dire E, c'est espérance, donc en fonction de n, de notre variable xi. Alors, on a espérance de n, espérance indice n de xi, c'est égal à la moyenne pondérée de cela. Et donc, ça va être 1 moins 1 sur n à la puissance n. Non, alors oui, non, non, la espérance de xi, ça va être
alors, ça va être valeur de xi fois probabilité de cette valeur, plus autre valeur de xi fois probabilité de cette valeur. Donc ça va faire 1 fois ce terme-là, plus 0 fois ce terme-là. Ce qui au final est égal à ce terme-là, 1 moins 1 sur n à la puissance n. Donc l'espérance, c'est bien, c'est la somme des probabilités de xi est égal à petit xi fois valeur de petit xi. Donc ça fait cette probabilité-là fois 1 plus cette probabilité-là fois 0. Et donc ainsi j'obtiens l'espérance 1 moins 1 sur n puissance n. Alors maintenant, notons grand X, la somme pour i alors de 1 à n des xi. Alors ça, c'est le nombre de tiroirs vides. Parce que si xi en fait vaut 1 à chaque fois que le tiroir est vide, et il vaut 0 sinon. Donc si j'additionne tous les xi, et ben j'ai le nombre de tiroirs vides. Vu que l'espérance est linéaire, ça veut dire que j'ai donc espérance n de x, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n de espérance n de xi, ce qui est égal à n fois 1 moins 1 sur n puissance n. Et donc ça veut dire que au bout de, après avoir choisi n objets que je répartissais dans mes tiroirs aléatoirement, et ben en moyenne j'ai n fois 1 moins 1 sur n puissance n tiroirs vides. Alors ici on va faire une petite remarque. C'est une petite remarque intéressante. Étudions la limite de la proportion espérance de x au rang n divisé par n de boîtes vides. C'est-à-dire, quel est le nombre moyen de boîtes vides au cours du n, si on a n objets et n tiroirs, divisé par le nombre de tiroirs. Donc, c'est pas évident a priori, parce que on pourrait se dire que si j'ai plus d'objets, quelque part on pourrait se dire que ça remplit les tiroirs au fur et à mesure, de plus en plus. Mais le problème c'est qu'aussi plus j'ai d'objets, plus j'ai de tiroirs. Et donc la question c'est si ça tend vers l'infini, c'est-à-dire si j'ai vraiment de plus en plus d'objets et de plus en plus de tiroirs, est-ce que le nombre moyen de tiroirs vides, ou de boîtes vides, est-ce qu'il va tendre vers une constante? Est-ce qu'il va tendre vers 0? Est-ce qu'il va tendre vers plus l'infini? Alors le nombre moyen divisé par le nombre total, c'est pas du tout évident. Le nombre moyen de tiroirs vides, probablement ça va être plus l'infini. Parce que je vais pas. Quelque part, faudrait super bien tous les remplir pour vraiment que ça tende pas vers plus l'infini. Mais par contre, si on fait le nombre de boîtes vides divisé par le nombre total de boîtes, a priori c'est pas évident de savoir si ça tend vers une constante, vers plus l'infini ou non. Mais maintenant on peut le calculer maintenant ça. Parce qu'on connaît l'expression de espérance de x pour n boîtes, et donc espérance de x pour n boîtes divisé par n, ça fait 1 moins 1 sur n puissance n, et ça, ce qui fait exponentielle de n log de 1 moins 1 sur n. Alors ça, quand n tend vers l'infini, par continuité, le log de 1 moins 1 sur n, enfin non, le log de 1 moins 1 sur n, c'est équivalent à du 1 sur n, c'est équivalent à du moins 1 sur n, plus un truc négligeable devant 1, donc plus un truc qui tend vers 0. Et donc ça va tendre vers exponentielle de n fois moins 1 sur n. Et donc, ça va tendre vers exponentielle de 1, du coup. Non, exponentielle de moins 1, désolé. Donc ici, c'est ce qu'on fait dans le calcul. Alors, ici, il disait, donc on remplace en exponentielle de n log de 1 moins 1 sur n. Je pose grand x est égal à moins 1 sur n, ça fait exponentielle de moins log de 1 plus x sur x. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de n log de 1 moins 1 sur n, c'est égal lorsque si on pose x est égal à moins 1 sur n, à limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de moins log de 1 plus x sur x.
Mais on sait que limite lorsque x tend vers 0 de log de 1 plus x sur x c'est égal à log prime de 1, ce qui fait 1. Donc par continuité de l'exponentielle, on en déduit. Limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de moins log de 1 plus x sur x, c'est égal à exponentielle de moins 1, ce qui fait 1 sur e. Et d'où limite lorsque n tend vers plus l'infini du nombre moyen du nombre de moyen de boîtes vides divisé par le nombre de boîtes, et ben ça va tendre vers 1 sur e. Donc la proportion de boîtes vides tend vers 1 sur e lorsque n tend vers l'infini. Ce qui a priori n'était pas un résultat si facile à obtenir et à deviner. Et là, grâce au fait qu'on a réussi à formaliser les choses et à poser les choses de manière rigoureuse, et ben on a réussi à ensuite obtenir ça. Donc voilà pour cette partie sur les modélisations d'expérience. Donc avec ça, on termine ce chapitre de probabilité. Il y a un autre chapitre qui est très lié, qui va être le chapitre sur le dénombrement. Et donc je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder cet autre chapitre sur le dénombrement. Et aussi tout le reste du cours des terminales. A bientôt.